Chers amis, l'art n'est pas essentiel. C'est un message que les événements de ces dernières années ont très fréquemment véhiculé, suscitant chez nous, chez vous et moi, c'est-à-dire chez les créateurs, deux questions corollaires. Dans ces conditions, pourquoi créer et comment créer? Nous n'allons pas parler aujourd'hui de l'utilité de l'art en tant qu'il servirait la société. Je rappelle que cette chaîne s'adresse aux personnes qui ambitionnent de créer et celles qui aiment déjà le faire. Et les questions qui se posent à l'artiste, nous les envisageons sous le prisme direct de sa pratique. Ainsi, la problématique de cette vidéo ne sera pas « l'art est-il utile ?», mais plutôt « en tant que créateur, puis-je rendre mon art utile ? Et si oui, dois-je le faire ? Sinon, quels sont les autres moteurs que je peux utiliser pour créer ? Ce sont des questions fondamentales. L'une des premières étapes de tout processus est de savoir pourquoi on agit, et en l'occurrence pourquoi on crée. Et pour cela, je serais très heureux de vous aider en y méditant avec vous, sans nous payer de mots. Nous serons aidés dans notre réflexion par des penseurs et artistes tels que Alfred de Vigny, Keith Johnstone encore et toujours, et surtout Milan Kundera. Ça va être passionnant. À tout de suite. Ça y est, je suis de retour. Je suis très heureux de vous retrouver après une pause de quand même près d'un an. Les vidéos reprennent à présent à un rythme mensuel, elles tomberont le premier samedi du mois. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre d'abord un pouce en l'air, puis un petit commentaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à la partager afin qu'un maximum de créateurs puissent en profiter. Bon visionnage! Même si nous n'allons pas aborder en profondeur l'affrontement gigantesque qui existe, vous savez, entre l'engagement qui vient des années 50 et des théories sartriennes et celle de l'art pour l'art, je trouve quand même important d'en rappeler les termes. Alors, si vous les connaissez déjà et que vous ne voulez pas subir à nouveau un cours d'histoire de l'art que vous aurez mangé à satiété à l'université ou en prépa, je comprends tout à fait. C'est pourquoi cette vidéo contient des timecodes grâce auxquels vous pourrez aller directement au sujet principal de notre méditation du jour. Bien, à quoi sert l'art? C'est une question qui existe depuis que l'art existe, quoique évidemment dans des formules différentes. Et c'est une question à laquelle je peux proposer un début de réponse par la grâce des podcasts France Culture dont je suis un fervent enthousiaste. J'y ai appris récemment que les archéologues ont longtemps pensé que c'est la sédentarisation qui a permis la spiritualité. Des études plus récentes auraient tendance à montrer qu'au contraire, les chasseurs-cueilleurs se sont arrêtés pour construire des temples. Ainsi, ce serait la spiritualité qui a entraîné la sédentarisation. Et j'en parle parce que dans un grand nombre de civilisations, la place centrale de l'art était la croyance, voire l'institution religieuse. Je trouve ça gigantesque. Mais songez, la chose la plus importante, au-delà même du principe de survie, a été de dresser un temple. C'est ça qui était essentiel. Ce mot, on l'a beaucoup utilisé, notamment, vous vous souvenez, en 2021, quand les théâtres et les cinémas étaient fermés. On se posait la question, l'art est-il essentiel? Je ne vais pas proposer de réponse à cette question, d'abord parce qu'il faudrait une vidéo tout entière et que ce n'est pas le sujet de celle-ci. Mais au fond, la question elle-même ne permet pas une réponse très juste. L'art, de toute façon, existe, quelles que soient ses contraintes. Il fait partie de notre essence. Du reste, c'est jouer sur les mots et sur la difficulté de concevoir au jour le jour une politique publique. En France, la querelle s'est cristallisée au cours de plusieurs moments de tension, dont l'un des plus célèbres est celle qui, au XIXe siècle, a opposé les romantiques aux parnassiens. D'un côté, ainsi, nous avions l'art pour le progrès, comme l'a formulé en premier Victor Hugo dans son essai William Shakespeare. Pour Hugo, le poète est un prophète, et son œuvre, dès qu'elle traite, comme il le dit, des choses humaines, doit être utile. Selon ses propres termes, l'idéal et le réel sont solidaires, l'art doit aider la science, ces deux roues du progrès doivent tourner ensemble. Et plus loin, l'utile, loin de circonscrire le sublime, le grandit.
Au contraire de Victor Hugo, d'autres poètes comme par exemple Alfred de Vigny considèrent que l'artiste doit se garder du tourment de la politique et doit se mettre en retrait du troupeau en quelque sorte. Et ainsi la formule inverse, l'art pour l'art, sera reprise et encouragée par notamment Théophile Gautier dans sa célèbre préface à Mademoiselle de Maupin. Voici un florilège de phrases qu'on peut y relever. Rien de ce qui est beau n'est indispensable à la vie. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelques besoins, et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines. Donc Théophile Gautier, ainsi, estime que l'art est un acte gratuit, libre et surtout solitaire. Alors évidemment, Hugo et les romantiques, Gautier et le Parnasse sont deux positions qu'on peut qualifier d'extrêmes. Évidemment, il y a d'autres artistes contemporains de ces deux hommes qui montrent des positions plus nuancées et ainsi, comme bien souvent, qui apparaissent comme plus justes. Par exemple, dans son roman Stello, Alfred de Vigny écrit la chose suivante. « La mission du poète ou de l'artiste est de produire, et tout ce qu'il produit est utile si cela est admiré. » Voilà, donc selon lui, l'œuvre d'art, si elle est digne d'estime, est directement utile. Concrètement, je ne suis pas certain de savoir ce que Vigny veut dire par admirer. Mais ça a quand même de l'importance pour une piste que nous dévoilerons un petit peu plus tard. Pour l'instant, laissons tout cela de côté. Passons plutôt à la question qui nous intéresse vraiment. Dois-je tenter de rendre mon art utile ? De faire passer un message particulier. Ça me fait penser à cet affrontement que Michel Houellebecq évoque très vite dans son roman La possibilité d'une île, où il estime que les artistes se divisent essentiellement en deux groupes. D'un côté, les décorateurs et de l'autre, les révolutionnaires. L'image est parlante, on voit ce qu'il veut dire. Et au fond, je crois que ça dépend du tempérament de chacun. Certains espéreront faire du joli, peut-être même du beau s'ils sont ambitieux, tandis que d'autres tenteront d'ébranler les consciences, voilà, selon l'expression consacrée. Il est vrai que souvent, on consomme de l'art pour se détendre ou bien pour rendre la vie plus belle. Encore une fois, il ne s'agit nullement d'entrer dans cette confrontation entre l'art et le divertissement. Nous en parlerons, mais beaucoup plus tard. Pour l'instant, dans les deux cas, il s'agit bien d'art. Et d'ailleurs, si on parle d'art révolutionnaire, l'artiste peut vouloir produire le beau en partant d'une revendication spécifique. L'écueil étant que ce n'est jamais très heureux quand l'artiste échoue à transformer sa virulence en art personnel. D'un certain point de vue, en effet, on pourrait dire qu'il n'est pas judicieux que les réflexions de l'artiste deviennent l'aboutissement de son projet personnel, plutôt que de ponctuer son travail comme autant d'éléments à prendre en compte, à modeler pour créer le beau. Imaginons un sculpteur qui est pris d'une émotion, d'un élan, d'un souffle, alors qui certes est tributaire d'un concept, mais ce sculpteur la transforme en nuance de la dite émotion. Pendant ce temps, d'autres réflexions théoriques, spirituelles, égrènent le parcours de sa création et il s'en sert pour apporter la nuance à la façon dont il rendra sa sculpture plus vibrante, plus vivante. Cette image, personnellement, me sied davantage que celle d'un artiste qui, ayant trouvé un concept, l'attrape, s'y accroche et le montre en l'appelant art. Vous comprenez ? Au lieu de garder la réflexion pour lui et la restituer dans l'art, il montre par le matériel tangible ce que ses émotions ou son inconscient seul aurait dû traiter. Ce que je viens de vous dire est une réflexion personnelle. C'est même pas une réflexion d'ailleurs, c'est une impression. Je voulais la partager avec vous parce que je ne pouvais pas ne pas évoquer, même en coup de vent, les dérives de l'art moderne. Éclater des bulles de savon avec son nez n'est pas une œuvre d'art. Beaucoup d'artistes abusent du terme performance. Ça ne devrait pas être un tabou d'en parler, puisque nous sommes une grande majorité d'artistes à penser que des pratiques comme celles que je viens de décrire font du mal au monde de l'art. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo que je consacrerai à une conférence donnée par Jérôme Ducrot au Collège de France sur la musique atonale. Vous allez voir, ce sera juteux. Mais revenons à notre sujet et invoquons à nouveau le premier auteur que nous avons cité sur cette chaîne,
le metteur en scène et théoricien de l'improvisation Keith Johnstone. De la part d'un artiste qui travaille essentiellement sur l'inconscient, on ne sera pas surpris qu'il ait une position un peu extrême sur le sujet. Selon lui, il est absolument vain de se demander ce que veut dire une œuvre, à la fois du côté du spectateur, mais aussi du côté du créateur. On a déjà évoqué ces méthodes pour stimuler l'inconscient, pour écarter le fameux gardien des portes de l'esprit, vous savez, ce censeur qu'on s'impose par peur d'être jugé. Johnstone explique qu'il nous appartient de lier entre elles les images et les idées qui nous traversent, mais que celles-ci nous parviennent indépendamment de notre volonté. D'ailleurs, une autre fois, nous évoquerons Salvador Dali et sa méthode paranoïa critique qui consiste en substance à analyser les images obsédantes de son propre inconscient après avoir commencé à créer. Ainsi, Johnstone en conclut que, puisque nous ne sommes pas complètement responsables de notre production, il serait contre-productif de commencer par se chercher un message à défendre. Notre inconscient en sait mieux que nous. Par ailleurs, il estime que pour un même signifiant, vous savez, selon la définition de Ferdinand de Saussure, le nombre infini de signifiés, donc selon la culture du spectateur, son origine, son identité, etc., fait qu'il est inutile de chercher à transmettre trop de sens. De toute façon, il ne sera pas interprété de la manière dont l'interprète son propre créateur. Pour illustrer ce point, il raconte que le grand dramaturge Harold Pinter, quand d'aventure il mettait en scène ses propres textes, avait l'habitude de dire assez souvent à ses acteurs « Alors, admettons que ici, ce que l'auteur veut dire, c'est... etc. etc. » C'est génial, non? Au moment où il passe à la mise en scène, ce que son moi littéraire, si j'ose dire, a voulu signifier, n'a plus aucune importance. Si on commence par le sens qu'on veut transmettre, notre point d'arrivée est notre point de départ. On se mord la queue. En somme, Keith Johnstone interroge le degré de contrôle qu'on veut exercer sur son œuvre et, partant, sur le monde. Prenons un dernier exemple, celui du film documentaire. Généralement, si le documentariste a une idée préconçue avant de tourner, ce qui heureusement est assez rare, le film ressemblera, vous savez, à une peluche faite de lambeaux rapetassés. On dira que le film est orienté, on le verra tordu dans la direction que le documentariste aura voulu lui faire prendre. Enfin, bref, il sera mauvais. Chers amis, je vous prie de m'excuser pour la baisse de qualité de l'image, ma caméra est tombée en panne. Bref, nous disions que pour ce qui est du film documentaire, la procédure dont il appert qu'elle est la meilleure est de d'abord tourner, découvrir et voir ensuite ce qu'on peut faire avec la matière récoltée. Il sera toujours temps d'infléchir le film selon ou une direction ou une autre, mais au moins ces directions seront vraies. Elles seront, si vous voulez, des chemins qu'on découvre plutôt que des routes qu'on construit. C'est pourquoi il y aura tellement de rush et que le temps de montage sera pour un documentaire tellement plus long que pour une fiction. Aux États-Unis, le temps de montage moyen d'un long métrage pour la télévision sera d'environ 4 mois. Et pour un documentaire, il sera d'1 an. L'année dernière, j'ai eu la grande chance de m'entretenir avec la productrice Juliana Lemby, qui était notamment la productrice de la série documentaire Wild Wild Country, vous savez, sur le gourou Osho. Très bonne série d'ailleurs que je vous recommande hautement. Bon, alors je ne me souviens plus du nombre exact d'heures de rush, mais ça s'approche du millier. Et l'équipe initialement ne savait pas du tout quoi en faire. Le ton, l'ambiance de la série s'est dessiné pendant le travail. Pourtant, je parle et je suis certain qu'il vous vient autant de contre-exemples qu'il m'en vient à moi. Récemment, j'ai eu la chance de jouer un petit rôle dans le film Sage-Femme de Léa Fener. C'est un film qu'on pourrait qualifier de docu-fiction, très réaliste, extrêmement documenté. Et c'est aussi un film dont on peut dire sans trop de doute que c'est un film engagé. Il est notamment très apprécié des sages-femmes parce qu'il montre avec précision des problèmes réels, parmi lesquels, évidemment, l'évidente déliquescence de l'hôpital public et le manque de représentation des sages-femmes devant les institutions nationales. Alors, je suis très content d'avoir un petit peu participé à ce film, parce que je trouve que c'est un très bon film, et d'abord parce que Léa est une réalisatrice extrêmement talentueuse, et qu'elle a su, par le soin apporté au réalisme propre à la portée politique de son œuvre, donner corps à son désir initial de créer une œuvre d'art qui, directement, soit utile aux sages-femmes. Et si on est réellement honnête, on se rend compte qu'on commence à peu près toujours par se demander de quoi est-ce que je veux parler. Alors,
Au passage, j'ai noté pendant mon séjour au Texas que là-bas, cette question ne se la pose pas, ou du moins bien plus rarement qu'en France. Je crois que c'est dû, comme le remarque François Sureau, à la passion française pour l'idée générale, et aussi, il faut le dire, à un certain mépris du réel au profit des constructions imaginaires. Le réel dans l'art, c'est la contrainte pratique. J'ai 2 acteurs, une caméra, un micro et 500 €. Qu'est-ce qu'il serait intéressant, qu'est-ce qu'il serait amusant de tourner? L'idée générale, c'est je vais faire un film, je vais parler du réchauffement climatique. Comment faire avec 2 acteurs, une caméra, un micro et 500 balles? Mais passons, ce n'est pas du tout un mal. Il est vrai que quand un sujet en particulier nous agite, voire nous tourmente, c'est un moteur de choix et même un moteur de luxe pour commencer à créer. Bref, il est question d'un mot qu'on entend à une fréquence athlétique dans le monde de l'art, la nécessité. Vous savez, souvent, quand un projet ne démarre pas, on entend généralement « je n'ai pas encore trouvé ma nécessité ». Il ne s'agit pas d'une affaire de vie ou de mort, mais comme nous l'avons déjà vu quand nous avons évoqué Rilke dans une précédente vidéo, il faut comprendre un désir, un amusement ardent qui, une fois qu'on l'a trouvé, nous intime de passer à l'acte. Mais peut-on toujours ainsi parler d'œuvres utiles? Vous savez, je vous partage souvent des idées de Keith Johnstone parce que son livre Improvisation et théâtre, et je le dis sans coquetterie, a changé ma vie. Je vais maintenant vous lire le début d'un autre livre qui, en un sens, a lui aussi changé ma vie. C'est un essai de l'écrivain Milan Kundera et qui s'appelle « L'art du roman ». J'en profite pour dédier cet épisode à Milan Kundera qui nous a quittés il y a 3 mois. Personnellement, son roman « La plaisanterie », que j'ai lu d'ailleurs quand j'avais tout juste 18 ans, est d'abord l'une des œuvres d'art qui m'a le plus bouleversé et probablement celle qui m'a donné du moins un début de conscience politique. Bref, trêve de prolégomène, l'art du roman. La crise dont Husserl parlait lui paraissait si profonde qu'il se demandait si l'Europe était encore à même de lui survivre. Les racines de la crise, il croyait les voir au début des temps modernes, chez Galilée et chez Descartes, dans le caractère unilatéral des sciences européennes qui avaient réduit le monde à un simple objet d'exploration technique et mathématique et avaient exclu de leur horizon le monde concret de la vie, dit Lebenswelt, comme il disait. L'essor des sciences propulsa l'homme dans les tunnels des disciplines spécialisées. Plus il avançait dans son savoir, plus il perdait des yeux et l'ensemble du monde et soi-même, sombrant ainsi dans ce que Heidegger, disciple de Husserl, appelait, d'une formule belle et presque magique, l'oubli de l'être. Élevé jadis par Descartes en maître et possesseur de la nature, l'homme devient une simple chose pour les forces, celles de la technique, de la politique, de l'histoire, qui le dépassent, le surpassent, le possèdent. Pour ces forces-là, son être concret, son monde de la vie, donc die Lebenswelt, n'a plus aucun prix ni aucun intérêt. Il est éclipsé, oublié d'avance. Je crois pourtant qu'il serait naïf de considérer la sévérité de ce regard posé sur les temps modernes comme une simple condamnation. S'il est vrai que la philosophie et les sciences ont oublié l'être de l'homme, il apparaît d'autant plus nettement qu'avec Cervantes, un grand art européen s'est formé qui n'est rien d'autre que l'exploration de cet être oublié. En effet, tous les grands thèmes existentiels que Heidegger analyse dans Être et Temps, les jugeant délaissés par toute la philosophie européenne antérieure, ont été dévoilés, montrés, éclairés par 4 siècles de romans européens. Un par un, le roman a découvert à sa propre façon, par sa propre logique, les différents aspects de l'existence. Avec les contemporains de Cervantes, il se demande ce qu'est l'aventure. Avec Samuel Richardson, il commence à examiner ce qui se passe à l'intérieur, entre guillemets, à dévoiler la vie secrète des sentiments. Avec Balzac, il découvre l'enracinement de l'homme dans l'histoire. Avec Flaubert, il explore la terra jusqu'alors incognita du quotidien. Avec Tolstoï, il se penche sur l'intervention de l'irrationnel dans les décisions et le comportement humain. Il sonde le temps, l'insaisissable moment passé avec Marcel Proust, l'insaisissable moment présent avec James Joyce. Il interroge avec Thomas Mann le rôle des mythes qui, venus du fond des temps, téléguident nos pas, etc., etc. Le roman accompagne l'homme constamment et fidèlement dès le début des temps modernes. La passion de connaître,
celle que Husserl considère comme l'essence de la spiritualité européenne, s'est alors emparé de lui pour qu'il scrute la vie concrète de l'homme et la protège contre l'oubli de l'être, pour qu'il tienne le monde de la vie sous un éclairage perpétuel. C'est en ce sens-là que je comprends et partage l'obstination avec laquelle Hermann Brock répétait « Découvrir ce que seul un roman peut découvrir, c'est la seule raison d'être d'un roman. Le roman qui ne découvre pas une portion jusqu'alors inconnue de l'existence est immoral. La connaissance est la seule morale du roman. » Bon, Kundera parle spécifiquement de romans, et même de romans européens. Plus tard dans le même texte, il explique en quoi le roman est l'art le plus efficace pour explorer ce fameux Lebenswelt, en tant qu'il met en scène une multitude de vérités relatives plutôt qu'une vérité absolue. Quand il dit vérité relative, il faut comprendre beaucoup de petites vérités qui sont propres à chaque personnage du roman et qui se contredisent entre elles. Et qu'ainsi le roman bat en brèche le désir des hommes de juger avant de comprendre. C'est ce qu'il appelle la sagesse du roman. Il n'empêche que ce qu'il décrit, cette exploration du monde si singulière, je suis certain de l'avoir connue, par exemple, quand j'ai vu pour la première fois une représentation des Trois Sœurs de Tchekhov. Je l'ai vécu encore cette semaine d'été inoubliable, durant laquelle j'ai découvert une nouvelle façon d'être au monde en écoutant les chansons du groupe de rock Twisted Sister. La fois encore où j'ai pleuré en regardant un biopic sur Winston Churchill. Et je sais que vous aussi, tous, avez fait l'expérience de ces pans de la vérité que l'on découvre uniquement par le biais de l'art, que ce soit prosaïquement la découverte d'un fait, ou plus encore celle d'une sensation qu'on ignorait, voire d'un récit du monde dont on ne suspectait même pas la possibilité. Récemment, je suis tombé, en relisant un carnet de notes, sur une citation que j'avais extraite d'un essai sur le philosophe Alain. « L'œuvre d'art, disait en substance Alain, ne relève pas de la catégorie de l'utile. Si l'on veut juger de sa valeur, on doit donc se demander non à quoi elle peut servir, mais de quel automatisme de pensée elle nous délivre. » Je trouve que dans cette citation, il y a tout ce que nous devons retenir de notre réflexion. En conclusion, je crois que nous pouvons affirmer la chose suivante. Que l'on soit décorateur ou révolutionnaire, nous pouvons, grâce à l'art et à notre échelle, initier une révolution vers le bien. Attention, une œuvre n'a certainement pas à être vertueuse. Je m'oppose radicalement à cette tendance qui a très souvent régné, mais qui revient aujourd'hui, à juger une œuvre à l'aune des mœurs actuelles, en rejetant ainsi tout ce qui dévie du zeitgeist, comme on dit, de la doxa. Il y a des artistes qui font la chasse à la morale, et avec raison. Je pense notamment, vous savez, à Gide et sa fameuse phrase « C'est avec les bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature ». Ceci parce que, comme Kundera l'expliquait, on prendrait alors le chemin d'une vérité absolue, nous éloignant du monde concret. Au fond, il s'agit essentiellement de ne pas se répandre en moraline, comme l'aurait dit notre ami Nietzsche. Il n'empêche que concrètement, l'art a toujours tendu vers le bien. Il a toujours été vecteur d'un sens, même si celui-ci est différent pour chacun. En tout cas pour le créateur, et nous le savons tous sans vraiment nous l'avouer, nous rêvons tous de fabriquer une œuvre qui élève l'âme. Oui, donner un sens à notre œuvre est une dynamique formidable, tant que ce sens n'agit pas comme, je dirais, une limite, mais plutôt comme un oriflamme, une bannière qui servirait à guider tous les éléments de notre œuvre vers un même objectif. Et ceci est possible si on part de l'intime. Et on en revient à ce que nous disions dans la première vidéo de cette chaîne, comme quoi tout est lié. On est intéressant quand on est original, et on est véritablement original quand on est évident pour soi. Ainsi, on permet à notre public de découvrir de nouveaux territoires du Lebenswelt, les nôtres. Et pour cela, toujours la même chose, se lancer, puis continuer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je vous embrasse.